Bon, ok. Bon, alors, je vais me présenter puisque t'as pas osé le faire. Euh, Je donc, ne connais pas assez. tu as bon, quand même quelques lignes de biographie me concernant, mais bon, peu importe. Je suis donc Thierry Ribaud, je suis chercheur au CNRS depuis pas mal de temps, depuis 1994. Et j'ai travaillé beaucoup au Japon, mais aussi en France, mais beaucoup au Japon, pour des raisons diverses, dans les années 90 et puis dans les années 2000, entre 2007 et 2015, 2008 et 2015, donc j'étais au Japon. C'est ma deuxième grande période au Japon, si je puis dire. Donc au milieu, enfin marqué au milieu par le 11 mars 2011, qui est donc l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima que vous connaissez. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas du tout de raconter ma vie, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même de dire que dès 2012, bon, j'ai écrit un autre livre, avec Nadine Ribaud, qui s'intitule Les sanctuaires de l'abîme, chronique du désastre de Fukushima, aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Donc on a publié ça en 2012, donc ça veut dire que c'était très frais, juste dans l'élan de la catastrophe, en fait, hein, si je puis dire. Il y a eu beaucoup de publications à l'époque, bien sûr. Toutes les unes les plus douteuses que les autres, bon, à l'exception de deux livres. Un livre qui s'appelle Oublier Fukushima, que vous connaissez peut-être, qui a été publié par les éditions du Bout de la Ville, qui sont dans l'Ariège, par un collectif qui s'appelle Arcadim. Je ne sais plus, je me trompe, peut-être, je ne sais plus. Bon. Alors, ils ont un nom de collectif qui reprend le nom d'un liquidateur de Tchernobyl. Bon. Mais, donc ça, c'est un livre très bien. C'est un livre très bien, je vous le conseille. Je pense que ce livre-là, dans l'immédiat en tout cas, c'était le livre, le deuxième livre le plus intéressant. Moi, oui, sur le sujet, parce que, en fait, l'un comme l'autre, nous avions pris des positions assez radicales, en fait. Mais pas radicales pour le plaisir d'être radical, mais en fait claires. On ne faisait pas des trucs genre oui mais le nucléaire, oui mais quand même. Et puis les Japonais sont un peu spéciaux, donc c'est peut-être pour ça que ils sont mal organisés ou je ne sais quoi. Enfin bon. Non, nous le propos était clair. Bon, la catastrophe de Fukushima était une catastrophe nucléaire telle qu'elle pouvait arriver partout dans le monde. Voilà, c'était ça notre propos. Et d'ailleurs sa gestion était une gestion qui pouvait arriver partout dans le monde. Quasiment à l'identique, un peu de choses près. Et d'ailleurs, je vous en montrerai, j'en donnerai des preuves après. Mais donc il y a eu ce livre qui en fait marquait, qui d'emblée nous amenait sur la piste de cette idée qu'on trouvait déjà donc au Japon dans les discours médiatico-politiques, mais également en France dans les discours médiatico-politiques et scientifiques, c'est-à-dire les gens qui, en France, s'intéressaient au Japon, les amoureux du Japon, ceux qui se disent comme ça, etc. Enfin, tous ces gens qui ont pleurniché juste après le désastre, et où en fait on retrouvait cette idée que oui, on pleurniche, certes, c'est très grave, c'est affreux, mais les Japonais sont résilients. Et en fait, quelque part, c'est vraiment dramatique, mais ils vont rebondir. Certains ayant même affirmé sans vergogne que les Japonais avaient un gène de la résilience. Alors, voilà. Et puis d'autres encore en France qui affirmaient, c'est les géographes de Lyon notamment, qui sont des grands spécialistes du Japon et des grands amoureux du Japon, qui affirmaient en fait que les Japonais, après tout, avaient surmonté Hiroshima. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne surmontent pas Fukushima. Et en plus, après Hiroshima, ils avaient connu leur plus grandes heures de gloire avec la reconstruction du Japon et le fait que le Japon soit devenu un leader économique mondial. Donc, Hiroshima était en fait une espèce de tremplin
tremplin intéressant qui avait permis au Japon finalement de devenir plus fort en fait. Donc voilà, était déjà bien en place dès le début, quelques mois après la catastrophe, cette idéologie de la résilience. Je pourrais m'arrêter là. Donc on a fait ce livre en qualifiant, en répertoriant toutes ces infamies qui ont été dites et prononcées par les uns et les autres, ici ou ailleurs, au Japon, aux États-Unis, en France, etc. Toutes ces infamies concernant la capacité des Japonais à rebondir, particulièrement lorsqu'il s'agit de rebondir sur les radionucléides, qui sont, comme vous le savez, des coussins particulièrement pratiques pour pouvoir encore aller plus haut. Vous ne faites pas ça tous les matins, vous ne rebondissez pas souvent. En tout cas, les Japonais savent le faire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai continué le travail. Alors, on a publié ce livre. Mais moi, j'ai continué le travail mais alors vraiment en concentrant sur la politique de résilience japonaise. Et puis après, j'ai essayé de développer l'idée que, en fait, cette fameuse politique de résilience, eh bien, en fait, elle est intéressante parce que, dans le cadre de cette fameuse politique de résilience menée dans le cadre du désastre Fukushima, nous permet en fait de comprendre toutes les autres politiques de résilience. Donc, en gros, la manière de gérer le désastre de Fukushima est un tournant qui nous permet, c'est ça ma thèse, qui nous permet de comprendre la manière dont tous les autres désastres seront gérés après ça. Même si on avait déjà à Tchernobyl l'avant-goût de la résilience, qui n'était pas proprement mobilisé en tant que tel, mais il y avait déjà l'esprit de ça qui régnait avec cette idée d'accommodation, du vivre avec que vous avez entendu parler. Il y avait les programmes européens gérés notamment par des Français, des experts français du commissariat à l'énergie atomique, des sociologues français de l'université de Caen et tout ça qui allaient à Tchernobyl pour expliquer aux populations qu'en fait, eh bien, il fallait apprendre à ne plus manger des champignons, il fallait se comporter, en fait. Il ne fallait pas brûler le bois qui avait été irradié parce que les particules ne périssent pas avec le feu, elles repartent dans l'atmosphère, elles vous retombent dessus. Bon bref, on expliquait aux gens comment se comporter. D'ailleurs, à travers un programme qui, à l'époque, à Tchernobyl, qui a duré de 1990 à 2008, qui s'appelait Ethos. Ethos, en fait, étymologiquement, ça veut dire, non pas éthique, mais ça veut dire comportement. Et donc c'était bien ça. Mais ça ne s'appelait pas résilience. À Fukushima, la nouveauté, alors elle n'est pas que sémantique, la nouveauté à Fukushima. Il y a bien, alors bien sûr on va l'appeler politique de résilience, mais vous allez comprendre qu'il s'agit en fait d'un affermissement, d'une mise en doctrine finalement, de la manière de se comporter face à une catastrophe. C'est ça qui va s'opérer à Fukushima, bien sûr face à la catastrophe nucléaire, mais moi, ce que je dis, c'est que la doctrine vise à nous donner un message concernant elle vise à nous dicter des conduites concernant toutes les catastrophes. Alors, concrètement, et je vais pas parler beaucoup, alors donc je vais être obligé je vais vous frustrer un peu parce que je préférais qu'on interagisse après. Je parlerai une demi-heure et déjà ça fait 10 minutes. Et après, on interagira et vous poserez des questions et je reviendrai sur des points et je redévelopperai des choses que, bien sûr, je n'aurai pas le temps de développer en une demi-heure. Mais je veux parler un peu de Fukushima, mais je veux parler aussi de la résilience. En tout cas, sur Fukushima, ce qui est caractéristique, c'est que va être mise en place une véritable politique de résilience. Il faut l'appeler, c'est son nom, hein, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, à travers notamment 3 choses. D'une part, la mise en place d'un ministère de la construction de la résilience nationale. Voilà, je vous laisse digérer cette formule. C'est comme ça que ça s'appelle. Ministère de la construction de la résilience nationale. Bon, c'est un peu tordu, c'est un peu technocratique. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que technocratique. C'est que ce n'est pas de la rhétorique, et c'est un truc sur lequel je reviens sans cesse.
cette histoire de résilience, sa mobilisation politique, etc., mais sa mobilisation thérapeutique, à l'échelle individuelle comme collective, n'a rien d'hasardeux. Si on appelle la manière dont on soigne quelqu'un ou un individu ou un collectif, si on l'appelle résilience, c'est parce qu'on a choisi ce mot. On aurait pu choisir autre chose. On aurait pu parler de, je sais pas moi, il y a plein de mots. On aurait pu dire soigner. On a dit résilience. C'est pas un hasard, et donc c'est concret, ça renvoie comment dirais-je, à une pratique et à une idéologie, donc des techniques. En fait, moi, ma thèse, la thèse que je développe, c'est qu'en fait, la résilience est ce que j'appelle une technologie du consentement. C'est-à-dire, en fait, c'est à la fois une technique et une idéologie du consentement. C'est-à-dire une technique et une idéologie qui va permettre de produire, d'amener au consentement. Dans le contexte de Fukushima, la politique de résilience ne s'est pas contentée il y a eu une loi cadre, de produire une loi cadre, de donner lieu à une loi cadre concernant la politique concernant la résilience nationale, mais également, donc je l'ai dit, à un ministère de la résilience nationale, mais aussi à des programmes concrets que ce ministère a mis en application, avec des gens. Donc c'est pas du tout du blabla, c'est des missionnés. C'est des gens, des scientifiques ou des technocrates, des bureaucrates, des employés, tout ce que vous voulez, des techniciens, des ingénieurs, toute une ribambelle de gens qui sont descendus sur le terrain, comme on descend sur la Lune en quelque sorte, comme on arrive sur la Lune, et on va s'occuper de la situation. Et de quelle manière? D'une part, à travers un grand programme de décontamination. Alors la particularité, c'est pas tellement, évidemment, qu'après un accident nucléaire, il y a de la décontamination. Mais la particularité, c'est que ce programme de décontamination, en fait, ne se situe pas... il est évident qu'il n'a pas l'objectif de décontaminer, en fait, puisque ce n'est pas possible de décontaminer, en fait. Mais ça, les pouvoirs publics le savaient eux-mêmes, puisque, en fait, quand vous décontaminez, quand vous grattez le sol, en gros, là où vous habitez, 2 jours après, quand il a plu, si vous n'avez pas décontaminé les forêts, parce que, bon, Fukushima, c'est une zone de forêt, hein, avec des gens qui habitent là-dedans aussi, avec des villes, bien sûr, mais il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de forêts pentues, les montagnes sont assez pentues. Et en fait, il y a des ruissellements, des eaux de ruissellement énormes. Et donc, on savait très bien qu'en décontaminant, on n'allait pas décontaminer, puisque d'autant que, en plus, parce que les radionucléides reviennent, et d'autre part, de toute façon, enlever le dessus du sol et le mettre dans des sacs plastiques pour ne plus savoir où le mettre après, c'est pas décontaminer, c'est délocaliser la contamination. On ne décontamine jamais avec la radioactivité, on délocalise la nuisance. Ça, c'est un truc très important. Il faut simplement le savoir. Il n'y a pas de dissolution de la radioactivité, il n'y a pas de dissolution des radionucléides, des particules. Mais tout de même, on a parlé d'une décontamination, mais qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait qu'en fait, il fallait apprendre. On descendait sur le terrain pour apprendre aux gens à prendre part, justement, à la décontamination, afin d'évacuer leur peur. C'était ça le cœur de la politique de décontamination. C'est, si je cite un psychiatre envoyé sur le terrain, c'est la phrase suivante. Il est important pour... j'arrive jamais à me relire sur cette citation, excusez-moi. Il est important pour évacuer sa peur d'être exposé à la radioactivité. Voilà, ça c'est le cœur du réacteur de la résilience, c'est qu'en fait, le problème n'est pas la radioactivité, mais le rapport que vous avez, le rapport maladif, le rapport pathologique que vous avez avec elle, à savoir celui de la peur. Donc en fait, on voit bien tout le mécanisme là déjà à l'œuvre de la résilience, qui consiste à subjectiviser, à rendre subjectif un événement objectif, la catastrophe, à rendre psychologique un événement physique, la catastrophe. Et donc à amener chacun, en fait, à co-gérer cet événement et à en prendre, d'une certaine manière, une part de responsabilité, voire de culpabilité. Puisque, à partir du moment où c'est vous qui devenez responsable
de la gestion de la menace qui vous pèse dessus, en fait, eh bien, si ça se passe mal, c'est à vous que vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous. C'est parce que vous avez mal géré vous-même, parce que vous avez eu trop peur, parce que vous n'avez pas réussi à dépasser votre peur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la politique de résilience dans le cadre de la décontamination. Et puis, un autre volet, bon là je simplifie, hein, vous en doutez, sinon je n'aurais pas écrit 370 pages sur le sujet. Un autre volet de la politique de résilience, c'est la dite politique du retour, qui a consisté donc très vite à inciter, à peine on avait évacué 80 000 personnes, contraintes d'évacuer, à peine on les avait évacuées et relogées dans des logements provisoires, et on leur avait donné quelques allocations pour vivre, des allocations psychologiques d'ailleurs au passage. Il n'y a jamais eu d'allocation pour la radioactivité, pour l'exposition à la radioactivité. En cas de catastrophe Fukushima, il n'y a eu que des allocations psychologiques. Encore une fois, vous voyez, c'est bien ciblé sur le rapport, la relation à la menace, enfin à la nuisance, et non pas c'est pas ciblé sur l'existence. On fait l'hypothèse qu'en fait, la menace ne vient pas de la nuisance, elle vient de la manière dont on l'aperçoit. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, à peine on avait évacué les gens, très peu, 80 000, alors que, bon, il y a 80 000 autres qui ont évacué volontairement, entre guillemets, hein, mais ça fait 160 000 sur 2 millions de personnes dans le département, sur 10 millions qui en fait sont 10 millions de personnes qui sont potentiellement concernées par les retombées radioactives qui sont tombées sur une dizaine d'autres départements adjacents à celui de Fukushima. Donc quand vous faites la synthèse, il y a quelques flous statistiques et artistiques sur les évacués volontaires. On peut dire qu'il y a 200 000 personnes qui ont bougé. Bon, pour simplifier, 200 000 sur 2 millions, 200 000 sur 10 millions, ça fait pas lourd. Mais toutefois, c'était déjà trop pour les pouvoirs publics. Les 80 000 évacués obligatoires, c'était déjà beaucoup trop. Et il fallait, à peine étaient-ils partis, il fallait déjà leur demander de revenir. Et donc, à peine l'évacuation était-elle actée, qu'en fait, les pouvoirs publics étaient déjà en train de préparer la politique, ce qu'ils ont appelé la politique de retour, notamment en donnant déjà des calendriers sur la fin des subventions, sur la fin des relogements dans les logements provisoires, donc une espèce de menace qui planait sans arrêt sur les gens. Après, on s'étonnait aussi que d'ailleurs, qu'il y a eu des suicides chez les gens qui sont partis, bah, évidemment, sans arrêt, on leur faisait du chantage en leur disant si vous continuez à rester éloigné, on va vous supprimer les subventions. Enfin, bon, bref, bon. Et donc fin des subventions et reconstruction d'écoles dans les zones, dans les villages étaient encore contaminés. Ça a été vraiment le cœur aussi un des cœurs de la politique de résilience. Donc politique de décontamination, politique de retour. Voilà. Alors, c'est quoi le... oui, j'ai parlé de la résilience comme technologie du consentement. La résilience, deux mots sur sa définition, parce que souvent, il y a des gens qui me disent, mais ça veut dire quoi, la résilience, au fond en fait, il y a 1000 définitions de la résilience, mais en fait, elles veulent toutes dire la même chose. Je vous rassure, comme ça simplifie les choses. Hein. C'est que, en fait, il s'agit bien de l'idée que sous le choc, l'objet de la résilience, enfin, en l'occurrence les humains, sont censés retrouver éventuellement leur état initial, mais surtout, cerise sur le gâteau, sont censés devenir plus forts à travers le choc qu'ils ont reçu. Voilà, c'est ça la base de la notion de résilience. Après, on peut tournicoter la définition de machin, de bidule, de truc dans tel domaine, etc. Mais c'est toujours la même. C'est d'ailleurs ça qui est un peu embêtant, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est la même définition dans les sciences physiques, la science des matériaux du 19e et du 20e siècle, pour les métaux. On regarde effectivement comment les métaux réagissent à des chocs, comment ils conservent plus ou moins leur forme sous des chocs. On va appliquer cette notion très rapidement, dès les années 40 aux États-Unis, en psychologie positive.
en psychologie, quoi, en sociopsychologie, pour expliquer comment certaines personnes se sortent de la délinquance. On va dire parce qu'ils sont résilients. Et notamment, un des facteurs, il y a plusieurs critères de résilience, mais un d'entre eux, des critères de résilience à l'époque qui est mobilisé dans les années 40 aux États-Unis pour qualifier les gens qui ne tombent pas dans la délinquance, qui ont la capacité à ne pas tomber dans la délinquance alors qu'ils auraient a priori toutes les caractéristiques pour y tomber, à savoir ils sont un petit peu noirs par exemple, c'est la foi, par exemple. On va dire, les sociologues, les psychosociologues de l'époque vont dire, la foi est un facteur de résilience. On observe que les Noirs qui ont la foi, ma foi, ils sont moins méchants, hein, ils sont moins voleurs. Vous voyez le niveau de scientificité de la notion, quoi. Alors, donc cette notion, pourquoi je suis sur la science? Oui, donc cette notion, mais après, bon, je pourrais y revenir, mais elle va être appliquée dans le domaine de l'écologie, bon, à travers un détour fallacieux, enfin pas fallacieux, mais un détour assez édifiant. Le fait que des biologistes envoyés par la Commission américaine pour l'énergie atomique, dans les années 50, va envoyer des biologistes dans les îles du Pacifique pour regarder comment la faune, la flore et les populations réagissent aux essais nucléaires américains qui sont activement menés à l'époque dans les îles du Pacifique. Et donc, alors on va pas parler, on va parler, alors va naître la notion de radioécologie, par exemple, ou d'écologie des radiations, on va parler aussi. Donc en fait, ce sont les prémices de l'écologie scientifique, et qui vont donc, et ce qui est intéressant, c'est que donc ils vont tester les capacités de résistance du vivant. Donc vous voyez, en fait, on était dans le monde de la physique, où en fait il s'agissait de regarder les capacités de résistance d'un matériau, d'une matière. On va passer du monde de la physique au monde du vivant, où il va s'agir donc de regarder les capacités d'adaptation des humains, du vivant. Ce qui est un peu inquiétant quand même, ça, en dehors du fait que nous sommes profondément dérangés par les deux personnes qui viennent de rentrer, n'est-ce pas ? Bah oui, vous m'interrompez, quoi, en fait. J'ai horreur de ça. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, il est résilient. Ouais. Mais je peux pas ne pas vous le dire. Voilà. Je préfère ça que l'hypocrisie. Alors, donc, merci. Donc, j'ai presque envie d'arrêter, là, je vous le dis carrément. Les îles du Pacifique et les essais américains. Ouais, c'est ça. Ouais, ce qui est intéressant, donc on va pas appeler ça de la résilience à l'époque, lorsque les biologistes américains dans les îles du Pacifique vont observer ces capacités de résistance, mais ils vont parler de capacité de résistance quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que, donc on est dans les années 50, début des années 60, ces travaux vont durer longtemps, parce que les essais atomiques américains s'étalent dans le temps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'écologie systémique des années 70, que nous connaissons tous maintenant, ce qu'on appelle l'écologie systémique, va hériter de ces travaux-là, et va en faire, en fait, bon, ils vont rajouter des nouvelles lois, ils vont s'inspirer de lois aussi liées à la cybernétique, notamment la notion de chaos, etc. Bon. Donc il va y avoir un raffinement, je dirais, une petite transformation des théories précédentes, mais c'est là que va naître la notion de sécurité écosystémique, qui en fait s'appelle la résilience. C'est-à-dire, alors là je vais vous donner la citation, parce que je ne l'ai plus par cœur, mais elle est définie comme de la manière suivante, cette capacité de résilience. C'est la capacité à se réorganiser efficacement et à capitaliser sur les opportunités émergentes. Voilà, ça c'est la définition que va apporter l'écologie systémique des années 70. En fait, donc moi ce que je pointe simplement, c'est qu'on voit bien, c'est intéressant de voir que
la notion de résilience telle qu'elle est mobilisée dans l'écologie systémique actuellement, en fait, a ses racines dans l'écologie des radiations, c'est-à-dire dans une écologie qui en fait était l'observation de la destruction, quoi, en fait, ou en tout cas l'observation de la résistance à la destruction. Voilà. Et alors bien sûr vous connaissez après les vagues d'utilisation de cette notion dans tous les domaines de la vie. 90-2000, ça va être pour parler de cancer, de sida, de perte d'un proche, de captivité. Je suis obligé de lire tellement c'est long. La liste catastrophes naturelles, industrielles, attentats, maltraitance. Voilà, autant d'expériences douloureuses et épreuves que l'on est censé supporter en leur trouvant un sens. C'est bien ça l'idée. En tout cas, il s'agit toujours d'explorer dans tous les cas, que ce soit les matériaux, que ce soit les humains, d'explorer les mille et une manières de faire plier, d'une part, de faire plier son objet sans le rompre, d'autre part, de rendre cet objet conforme à son milieu, et enfin, et ça c'est assez intéressant, de se renforcer dans l'épreuve. Ça, cette notion est assez édifiante. Bon, j'y reviendrai, mais peut-être, mais en fait, je pense que la notion de résilience, à peine implicitement, enfin quasiment explicitement, elle s'inscrit finalement dans une recherche de surhumanité. En fait. Que ce soit encore une fois, pour moi, il n'y a pas de différence individuelle-collective, c'est la même chose. C'est le même combat, et pour moi, la résilience doit être combattue et jetée dans tous ses usages. Parce que justement, qu'elle s'inscrit notamment parce qu'elle s'inscrit dans la recherche de surhumanité. J'ai cette citation assez amusante que j'ai consignée là-dedans. Vous en verrez les sources exactes, hein, si vous doutez, parce qu'elle est tellement chelue qu'en fait on se dit mais c'est pas possible de lire des trucs comme ça. Et malheureusement. Donc ça, ce sont des proches c'est des élèves du neuropsychiatre Cyrulnik, là, que vous connaissez certainement, bon, qui disent « L'expérience du camp de la mort est un chemin initiatique et procure une force de vie. » Ça va? Bon. Alors, moi cette phrase je la prends au sérieux, elle m'a fait sourire un peu, mais je la prends au sérieux, et je me dis, ben oui, bien sûr. En fait, puis, parce que les gens qui manipulent cette notion au niveau individuel, enfin, on ne sait plus très bien si c'est individuel et collectif dans ce cas-là, mais ils parlent aussi, ils mobilisent cette notion pour parler de la capacité de la résilience en tant que thérapie à soigner des gens qui auraient réchappé des camps de la mort. Vous connaissez cette fable. Et en fait, alors qu'en fait, bon, d'une part, le fameux Cyrulnik en question, bon, enfin, je ne vais pas revenir sur lui, mais n'est jamais allé dans un camp de la mort. En plus, bon, ses parents sont allés en camp de concentration, et encore, moi j'ai des grands doutes sur la question, mais admettons. Et d'autre part, c'est quelqu'un qui, en fait, a été protégé par des résistants. Et a posteriori, quand il est devenu grand, ce petit garçon, il a récupéré cette notion de résilience qu'il est allé pêcher aux États-Unis, qui était très à la mode dans les années 80, enfin depuis les années 40, comme je l'avais dit, mais de plus en plus c'est devenu à la mode aux États-Unis. Et il est allé pêcher cette notion et il se l'est auto-appliqué en disant je suis un exemple de résilience. Alors qu'en fait, il n'est pas un exemple de résilience, il est un exemple d'une personne sauvée par les résistants. Oui, il y a une confusion que Macron d'ailleurs lui-même a introduite en parlant des résistants comme étant les symboles de résilience de la France. Non. Il faudrait savoir, on est résistant ou on est résilient, on ne peut pas être les deux. Parce que les résistants résistent, les résilients collaborent. Les résilients s'adaptent. Ça va? Bon. Alors, donc, pour moi, ce qui s'est passé dans les camps nazis, où on faisait de l'expérimentation scientifique assez sophistiquée, eh bien, il s'agissait bien de tester la notion de résilience, c'est-à-dire de voir comment
les corps et les âmes, si je puis dire, ou les corps et les esprits. Enfin, en tout cas, la résistance biologique et psychologique était testée jusqu'à son dernier bout pour voir qu'est-ce qu'on pouvait vraiment, jusqu'où on pouvait aller. Donc, je trouve un peu, je trouve extraordinaire de voir qu'en fait, 50 ans après, on prétend avoir une thérapie qui s'appelle résilience pour soigner des gens qui ont été dans des camps et qui ont été torturés par une notion qui s'appelle résilience, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une étrange manière d'utiliser le poison comme antidote. Et d'ailleurs, il faut tout de même rappeler plusieurs choses. Enfin, moi, je n'ai jamais lu de témoignages de gens qui ont réchappé des camps où ils disaient qu'ils étaient résilients. Moi, j'en ai pas lu. Si vous en avez, je suis preneur. Mais Primo Levi a toujours dit qu'il était sorti des camps par hasard. Il n'a jamais parlé de résilience. Et en plus, il s'est suicidé. Alors, ça voudrait dire que si c'était vraiment la résilience, c'est pas une très bonne thérapie. En tout cas, le hasard n'est pas la résilience, quoi. Voilà. Et j'en passe. Et les meilleurs, notamment le fait que, par exemple, les victimes du Bataclan qui ont été rassemblées dans des associations et auxquelles on a essayé de vendre à tout crin cette notion de résilience pour caractériser leur capacité à surmonter leurs douleurs, etc. Ces victimes, quand vous lisez ce qu'elles disent, ce qu'elles déclarent, elles disent très clairement, mais nous on en a marre, elles disent, on en a marre de nous entendre dire, vous allez dépasser votre malheur, vous allez surmonter, vous êtes dans vous survivez, c'est magnifique. Ces gens-là disent, mais non, le malheur, nous, on l'a pour toujours avec nous, quoi. On le porte en nous pour toute la vie. C'est ça qu'elles disent. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est pas moi, individu extérieur, qui jette un regard déprimé sur des victimes. Ce sont les victimes qui parlent d'elles-mêmes. Les victimes du Bataclan n'ont jamais dit qu'elles étaient résilientes. Jamais. Aucune. Or, en fait, on leur a fait dire qu'en fait, elles survivaient grâce à la résilience. Bon. Donc il y a bien un problème avec ce truc, avec cette notion. Et ce que je veux dire encore, j'ai dit que j'allais m'arrêter, donc je vais m'arrêter parce que j'aime pas de faire des fausses promesses. Oui, bon. Moi, je parle de la résilience comme technologie du consentement, et je vais finir avec ça. C'est-à-dire à la fois une idéologie et une technique amenant chacun à consentir. À consentir à quoi? Parce que c'est bien joli. À consentir à plusieurs choses. C'est ça ce que j'essaie d'analyser. À consentir, d'une part, il s'agit d'amener chacun à consentir à la technologie. Ça, c'est quelque chose de très important. Je dirais à la technologie et par la technologie. Et dans le cas de la catastrophe nucléaire de Fukushima, de l'accident, il s'agit bien d'amener chacun à consentir à la technologie nucléaire. Ouais, parce que c'est quand même ça, au bout du bout, quand même. Dans le cas de la catastrophe du Covid-19, on a utilisé également la vaccination. En dehors, je ne discute pas ici, bien sûr, parce que ça sort de mes compétences, je ne discute pas le caractère efficace de la vaccination. On en attend encore les preuves efficaces ou même, voire même négatives. On attend encore les preuves de tout ça. Mais par contre, ce que je discute, c'est le fait que dans le contexte de cette catastrophe-là, qui nous concerne plus récemment et plus directement peut-être, que en fait la technologie vaccinale a été utilisée comme... enfin, il s'est bien agi de nous faire consentir à la technologie vaccinale. Technologie vaccinale dont on sait pourtant par ailleurs
qu'au mieux, elle ne peut répondre qu'à des effets, mais jamais elle ne sera capable de répondre aux causes de la pandémie. Oui, parce que il y a quand même, dans les catastrophes, il y a des causes et des effets quand même. Ou alors, moi, je ne comprends plus rien. Ou alors, on est dans un monde irrationnel. Il ne s'est jamais agi avec la technologie vaccinale, mais ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est les autorités elles-mêmes. Il ne s'est jamais agi de répondre aux causes. Bon, j'y reviendrai après. Mais par contre, il s'est agi, on a bien vu, de nous faire consentir à cette technologie. Il s'agit également